faut bien comprendre quand on rédige une stratégie, euh, la première chose à faire, c'est de poser les enjeux stratégiques. Autrement dit, c'est de regarder là les enjeux externes. Après, on parlera des enjeux internes. Les enjeux externes, c'est de regarder autour de nous, regarder ce monde qui bouge vite, et de se dire mais quels sont les enjeux auxquels on doit impérativement répondre. Et si on n'identifie pas bien ces enjeux-là, bah forcément, on ne va pas y répondre dans notre feuille de route. Et donc, eh bien, on passe à côté. Et si on passe à côté, on peut passer à côté d'un changement important. Et donc, c'est important et fondamental de réussir à poser ces enjeux stratégiques. Est-ce qu'on a défini tous les bons enjeux stratégiques? Bah, je vais vous dire, je ne sais pas, puisque par définition, on a posé ceux qu'on pensait être les bons. Mais peut-être que d'autres cabinets, d'autres concurrents les posent autrement. En tout cas, nous, on a défini 4 enjeux stratégiques externes quand on regarde autour de nous. Et donc, le premier, c'est la captation et la maîtrise de la data et des flux. Enjeu fondamental, arrivée de la facture électronique. Donc, on est arrivée de la facture électronique dans 1 an. Hein. Donc, on va très rapidement et beaucoup plus vite qu'on ne le pense passer dans un monde de flux. Parce qu'un monde de flux, c'est un monde de facilité pour un entrepreneur. Pierre, il vient juste de me dire tout de suite, mais moi, j'ai l'impression de me reconnaître dans Monsieur Dubois parce que j'y arrive plus au plan administratif. J'ai pas de chat. Mais il n'a pas de chat. Il a un chien, comme tout le monde le sait. Mais la réalité, c'est qu'on va vite basculer dans un monde de flux parce que le flux, c'est quelque chose qui arrive le matin, le soir, le dimanche, la nuit, 7 jours sur 7. Et donc, et ça va vite, puisque les PA, elles tiennent le timing. Hein. L'annuaire est ouvert, les inscriptions se font, la machine, elle est partie, la DGFIP a confirmé. Au 1er septembre 2026, tout le monde devra avoir une PA. Alors, PA, plateforme agréée, c'est les anciennes PDP, ils ont changé de nom. Donc, eh bien, tout le monde devra en avoir une pour recevoir. Donc, ça veut dire qu'on va vite rentrer dans ce monde de flux, flux des factures, mais aussi monde digital. Et donc, il y a un enjeu qui est important, fondamental, eh bien, c'est de pouvoir gérer ces flux-là. Et une fois qu'on les gère, c'est-à-dire d'avoir les bons branchements, c'est mieux quand même. Et puis, une fois qu'on a les bons branchements, eh bien, d'utiliser la data. Autrement dit, de savoir ce qu'on en fait au service de nos clients, d'où cet enjeu de construire une architecture SI dite customer-centric, c'est-à-dire orientée client. On regarde le client. Aujourd'hui, si on regarde notre architecture des SI, notre système d'information, notre architecture globale, elle est tournée collaborateur interne. Un enjeu stratégique, ça va être de la tourner client directement vers les clients. Autre enjeu stratégique externe, c'est le positionnement des éditeurs. Hein. Oui, alors, vous voyez que ça bouge. Vous voyez bien, Agiris nous annonce la fin d'Isaconta on ne sait pas trop, 2028, 2030, mais globalement, la fin du logiciel phare, quand même, du monde agricole. On voit aussi que, globalement, la tech est en pleine ébullition. Alors, on va essayer de se donner quelques repères hein, des éditeurs historiques. Cegid, Sage, Agiris, ADP, là on a les 4 gros éditeurs historiques qui se partagent le marché. De temps en temps, il y en a un qui prend des parts, qui en mange aux autres, mais globalement, c'est assez stable. Et puis rentrent des nouveaux entrants. Et pourquoi il y a des nouveaux entrants qui rentrent? Mais parce que la technologie est en pleine rupture. Donc on voit arriver des Penny Lane, on voit arriver des Visma, Visma qui est un groupe du nord de l'Europe qui achète à peu près aussi tout ce qu'ils peuvent, dont Income en logiciel agricole. Donc, on voit les positions se faire. Et les historiques qui vivaient sur leur rente, ça s'appelait des rentes quand même, les historiques qui vivaient sur leur rente, eh ben, elles se font complètement, ils se font impacter par ces nouveaux entrants qui partent d'une page blanche. C'est un peu l'histoire de Silae, hein. Silae est rentré d'une page blanche, il a réécrit l'histoire et puis il a emmené le marché. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau de l'expertise comptable. Pour vous donner, je vous le redis, quelques repères quand même. Penny Lane, je le redis, 800 collaborateurs, 400 développeurs. 400 développeurs.
ça développe vite, hein. Donc, on voit qu'on est sur un monde de la tech qui explose complètement. Et pour nous, quand on regarde ça, l'enjeu derrière, évidemment, c'est de se dire que nos choix, à nous, vont être déterminants et qu'il ne va pas falloir se tromper parce qu'on est sur des choix long terme. Des choix techniques déterminants. Donc, troisième enjeu stratégique externe, c'est le modèle économique. Hein, Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est un modèle économique en transformation, hein, ça va se poursuivre. Alors, des modèles économiques qui bougent vite. Si on prend une chaîne de valeur, prenez la chaîne de valeur, autrement dit, essayons de regarder ce que le marché vient chercher dans un cabinet d'expertise comptable. Eh bien, pendant 40 ans, et globalement, si on prend un cabinet d'expertise comptable classique, il est venu chercher un bilan juste, des déclarations justes, et puis du conseil dès lors qu'on atteint un certain niveau, mais globalement, un peu de conseil autour, c'est ma chaîne de valeur. Et puis d'un coup, cette chaîne de valeur, on voit qu'elle est déportée rapidement par l'arrivée des flux, c'est-à-dire que le marché considère et va de plus en plus considérer que cette première partie, c'est le b.a.-ba normal. Voilà, il n'y a pas de grosse valeur ici. Par contre, pouvoir capter mes flux, mais pouvoir payer mes fournisseurs en ligne, pouvoir avoir un outil de facturation, pouvoir avoir du tableau de bord en temps réel sur mon smartphone, ça, c'est quelque chose qui va changer la norme de référence, qu'on appelle la norme de référence. Je suis dans la norme de référence ou j'y suis pas. Eh bien, dès lors que ma chaîne de valeur se déporte, eh bien, si je ne suis pas du bon côté de la chaîne de valeur, eh bien, je suis trop cher ou je disparais. Dans les deux cas, je disparais. Je disparais, alors ça ne met pas 5 minutes, hein, mais globalement, regardez ce qui s'est passé dans d'autres industries, c'est exactement ce qui s'est passé. Il faut déporter la chaîne de valeur donc, au bon endroit. Donc ça veut dire qu'il faut des stratégies différenciées. Tout à fait. Il faut adopter ces stratégies différenciées. Alors, quatrième enjeu stratégique externe, c'est tout ce qui concerne la concentration, la financiarisation, les investissements. Alors, j'en ai parlé rapidement sur la tech, mais le mouvement de fond, c'est l'expertise comptable. Jusque-là, l'expertise comptable était peu impactée. On l'a vu venir, nous, par la gestion de patrimoine, puisqu'on a un cabinet de gestion de patrimoine, et on a bien vu, il y a déjà 5-6 ans, les fonds commencer à s'intéresser aux petits cabinets de gestion de patrimoine, dynamités à droite et à gauche, pour racheter au début les petits, puis après les moyens, et puis maintenant, les opérations de croissance en gestion de patrimoine font qu'il y a 2-3 faiseurs qui gèrent des milliards d'encours et qui tiennent le marché en réalité. Eh bien, c'est ce qui arrive avec la profession comptable. Donc, ça veut dire que la profession comptable, c'est une activité qui est une activité globalement réputée sans risque. On a rarement vu un expert comptable mettre la clé sous la porte. Donc, c'est une activité sans risque. Donc, pour un fonds, c'est intéressant, fonds de portefeuille. Deuxième élément qui arrive, rupture technologique. Rupture technologique, ça veut dire que globalement, eh bien, le modèle va changer. Et s'il y a rupture technologique, les fonds font le pari qu'ils vont pouvoir augmenter la profitabilité en faisant de la productivité, en augmentant la profitabilité. Troisième phénomène qu'il faut avoir en tête, c'est que les experts comptables vieillissent, comme tout le monde. Or, quand vous êtes à la tête d'un cabinet d'expertise comptable qui a grossi, quand vous êtes 20, 30 associés, 50 associés, eh bien, au moment de céder vos parts, eh bien, il n'y a plus beaucoup d'acheteurs. Parce que les jeunes experts comptables, ils n'ont pas envie de s'endetter pour 30 ans pour racheter des parts à une valeur exponentielle et ils ne le font plus. Donc, les cédants, là, actuellement, ils ont besoin de ceux qui ont les moyens de racheter leurs parts. Ça s'appelle des fonds de pension. Donc, on voit les fonds de pension qui sont rentrés. Ils sont rentrés chez Ridge, ils sont rentrés chez Cogep, ils sont rentrés chez Numans. Ils commencent à rentrer. Numans, c'est un petit groupe régional, ce n'est pas un groupe national. Donc, ils sont en train de rentrer partout. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils amènent de l'argent, c'est le propre d'un fonds. Et avec cet argent-là, stratégie coût-volume, c'est rachat, rachat, rachat. Donc, vous prenez un groupe comme Cogep, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, objectif à 5 ans, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe qui est rentré s'appelle Waterland. Waterland, il rachète tout ce qui passe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nos positionnements d'aujourd'hui font que demain, et demain ça va vite, hein, vont être complètement modifiés parce qu'il y a une accélération à la taille. Et l'accélération à la taille, pourquoi?
pour des stratégies coût-volume, c'est-à-dire pour pouvoir amortir ces investissements, les investissements à venir dans la tech et dans la technologie. Ça veut dire des investissements conséquents qui va Des investissements conséquents pour se transformer, pour investir dans la tech. On a parlé d'IA, et à juste titre, je partage complètement, si on ne s'intéresse pas à l'IA, même de façon imparfaite, si on ne s'intéresse pas à l'IA aujourd'hui, mais la course est partie, quoi. La course est partie. Donc, ces grands groupes y sont, et donc ça veut dire que ça, c'est un enjeu stratégique pour nous de regarder ce marché-là et donc de pouvoir suivre le mouvement. Alors, pas à la même vitesse, pas à la même hauteur, mais en tout cas, pas de rester dans les starting blocks. Merci Philippe. Donc on a vu avec vous la partie des valeurs tout à l'heure, on a vu là les enjeux stratégiques externes, et puis on parle beaucoup, l'entreprise, la mission, la quête de sens, la raison d'être, et on va rentrer dans cette séquence, on va parler de la mission du groupe Cogedis. C'était rapide. C'était rapide. Hein. Alors justement, comment présenter la mission? Voilà, quels sont sur les points sur lesquels il faut insister, Philippe? La mission en stratégie, c'est à quoi on sert? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Pourquoi collectivement le groupe Cogedis est là? À quoi on sert? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est souvent une question que j'aborde quand j'interviens devant les nouveaux recrutés. Parce que ça me paraît fondamental de se dire, mais quand je viens travailler le matin, à quoi je sers, quoi? Quand je rencontre des copains ou autres et qui me disent, ouais, mais enfin, ça fait quoi Cogedis? C'est soit je dis, bah, Cogedis, ça fait de la compta. Ah ouais, d'accord. Soit j'explique simplement en disant, ben, Cogedis, ça permet à des entrepreneurs de se développer, de réussir, de croître, d'embaucher, et donc ça contribue à l'économie. Donc, dans la mission, eh bien, on a considéré qu'on était créateur de réussite et d'ambition pour les entreprises et les entrepreneurs. Fondamentalement, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour pouvoir aider, accompagner nos clients, les entrepreneurs, ceux qui mettent les moyens sur la table, ceux qui mettent leur tripes sur la table. Entreprendre, c'est aller à la banque, c'est emprunter de l'argent, c'est l'entreprise, c'est l'endroit où je tire mon revenu pour payer des études à mes enfants, pour nourrir ma famille, pour acheter la maison. Entreprendre, c'est quelque chose d'audacieux, de difficile. Nous, on est là pour les accompagner, pour les aider, pour faire en sorte qu'ils réussissent et qu'ils puissent se développer, ou pas d'ailleurs, mais qu'en tout cas, on réponde à leurs besoins stratégiques. Créateur de valeur aussi pour nos liens et nos territoires. On est des ruraux. Globalement, Cogedis n'est pas vraiment installé dans les centres-villes. Alors là, on est dans le centre de Rennes, mais globalement, si on regarde, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ces entrepreneurs, si on les accompagne aussi pour gagner de l'argent, c'est pour qu'ils se développent, qu'ils développent l'emploi, pour faire en sorte que nos enfants, vos enfants, puissent rester sur le territoire, puissent se développer sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui conduit globalement à faire en sorte que le groupe Cogedis, il est contributeur de l'extension et contributeur de l'expansion économique du territoire. Et puis, bien sûr, créateur de réussite, de sens pour les femmes, pour les hommes, pour vous tous, pour moi, pour nous ici, qui composons ce groupe mutualiste. C'est avoir ce sens, avancer et donner du sens à nos actions autour de ces missions. Alors voilà, on a vu, vous voyez, on vous dépeint peu à peu, on va arriver au plan de transformation bientôt, mais on vous dépeint, on vous a parlé des valeurs, on vous a parlé des enjeux stratégiques externes, on vous a parlé de ces points clés de la mission, et maintenant on va rentrer dans une séquence aussi importante, les enjeux stratégiques internes. Alors, jingle. Une petite musique. Oui, parce qu'il y en a plusieurs à présenter. Il y a des fois, il n'y a pas. Donc, essayons de reposer. Hein. Pour l'instant, on a vu les valeurs, on a vu la mission, et puis on est en train de regarder nos enjeux. Et nos enjeux vont permettre de déterminer nos axes stratégiques, nos orientations stratégiques. On a parlé de nos enjeux externes, et puis maintenant, on va se regarder un peu plus le nombril. Et puis surtout, là, on va aller regarder ce que vous avez produit dans les différents ateliers pour se dire, mais c'est quoi nos enjeux internes ce coup-ci?
Voilà, et c'est là où on va retrouver certains des mots de tout à l'heure. Vous allez voir pendant la présentation, il y en a 7 enjeux stratégiques qui vont être présentés. On va voir des verbatims passer tout au long de cette présentation. Premier enjeu stratégique interne, la synergie, la transversalité. Voilà, donc juste pour expliquer aussi comment on a fait, puisque Jean-Pierre a parlé qu'on a utilisé l'IA, hein, mais on est allé chercher des points, des correspondances qui pouvaient y avoir, qui sont ressortis, où un collaborateur du côté de Poitiers a dit quelque chose, la même chose qu'un collaborateur en Normandie, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas dans le même métier, et là, alors quand on met du volume, hein, on ne s'est pas contenté de 1 pour 1, évidemment, mais on a ressorti des tendances. Et en ressortant les tendances, on s'est dit, là, il y a quelque chose à creuser parce que ça devient des points qui apparaissent collectivement alors qu'il n'y a pas de corrélation établie pour se dire, eh bien, là, on prend ces points-là et là, on les creuse. Et en les creusant, eh bien, on en a retenu 7 qui nous ont paru être des enjeux stratégiques internes. Donc avec le premier, dont le premier, synergie et transversalité. Alors, il n'y a pas de priorité. D'accord. Des 1 à 7, il n'y a pas d'ordre de priorité, il faut les mettre. Et puis oui, comme dit Frédéric, derrière, c'est votre verbatim hein, qui défile derrière. Donc, moi, je n'ai rien inventé. Vous m'avez demandé, on m'a demandé lors d'un webinaire, est-ce que ce qui ressortait des ateliers me convenait? Ce n'est pas la question. Hein. Ce n'est pas la question de savoir si ça nous convient. La vraie question, c'est est-ce que c'est là et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, si on prend le premier sur les synergies et la transversalité, ce qui ressort, c'est un fonctionnement en silo, et un manque de transversalité et de synergie entre les métiers. Globalement, on a un fonctionnement vertical depuis 20 ans qui produit et qui a produit tous ces bénéfices et tous ces intérêts, expertise, augmentation de l'expertise dans son métier, amélioration de la rentabilité. Et puis on arrive à un moment donné où, en bout d'un cycle, on se dit, oui, mais ça produit aussi un contre-effet qui est bien connu dans les entreprises, qui est un contre-effet silo. Et donc, se dire, il faut qu'on retravaille autour de ces synergies. Alors, le siège excentré du territoire, ça ressort. Alors, on ne parle pas spécialement d'un siège excentré d'un point de vue géographique. On peut aller le mettre au milieu de la zone, il sera toujours loin de quelqu'un, hein, et quelque part. Et puis ce n'est pas parce qu'il est à Saint-Onant que par moment, il est pas loin des gens qui sont dans le Finistère. Donc, il n'y a pas qu'une question géographique, il ne faut pas le prendre sous cet angle-là. Il y a ce qui ressort des ateliers, c'est une forme d'incompréhension, juste ou pas juste, moi je ne suis pas là pour juger, une forme d'incompréhension entre le terrain, comme on dit, hein, les gens de métier opérationnel et puis le monde des supports. Ça ressort dans ce diagnostic. Et puis une forme d'isolement aussi, alors pas toujours de l'isolement géographique, une fois de plus, mais parfois l'impression qui ressort d'être seul, de ne pas souvent voir les responsables, des directeurs, donc une forme, on va dire, d'isolement. Deuxième point des enjeux stratégiques internes, la culture managériale. Oui, ce qui ressort dans ce deuxième point autour de la culture managériale, c'est une hétérogénéité du management à la conduite du changement. C'est des collaborateurs qui disent moi, mon manager, je le vois souvent, il est présent, il est là, il m'accompagne, il m'aide, et des collaborateurs qui disent moi, mon manager, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Bon, donc il ne vient pas m'accompagner parce que je ne le vois pas. Donc, ça traduit une hétérogénéité dans notre management. Et ça, c'est un enjeu sur lequel on doit travailler. Autour aussi de la communication, on en reparlera tout à l'heure, la communication autour de la stratégie. Et puis, je le disais tout à l'heure, rendre concret nos valeurs. Vous êtes beaucoup à dire, mais non, nos valeurs, on n'y touche pas, mais ce serait bien de les intégrer et de les concrétiser, de passer à ce qu'il y a sur le papier à la réalité. Et donc, ça, c'est quelque chose qui ressort plutôt de façon, on va dire, globale. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est un mouvement, une intention globale. Troisième enjeu, l'identité d'entreprise. Alors ça, c'est plus surprenant.
Ça, c'est plus surprenant. Cogedis, c'est de la compta agricole. Voilà. Et ça, c'est ressorti. Et c'est même ressorti chez des collaborateurs qui n'ont pas 15 ans d'ancienneté, des collaborateurs qui sont rentrés récemment et qui disent bah ouais, mais moi j'ai quand même l'impression que Cogedis, c'est avant tout de la. J'ai pesé mes mots, hein, c'est avant tout de la comptabilité agricole. Alors ça nous a surpris. Ça nous a surpris parce qu'on a travaillé sur l'image du groupe, la moitié en pro, la moitié en agri, des profils qui sont nouveaux, des expertises nouvelles qui ne sont pas liées spécialement à l'agriculture. Donc c'est quelque chose qui nous a interpellés. Donc on est allé regarder, de se dire mais qu'est-ce qui peut conduire à ça, à ce regard-là, à cette image-là? Eh bien c'est plein de détails. Et quand on commence à regarder de près, c'est plein de détails. Ce sont des présentations qui sont faites où on va prendre un exemple agricole et pas un exemple pro. C'est un présentoir où on n'a que des revues agricoles. C'est plein de détails comme ça qui font que, eh bien, petit à petit, cette image arrive. Donc ça, c'est une question on doit la prendre, on doit se l'appréhender, se dire, est-ce qu'elle est cohérente avec Horizon 2025 et encore plus avec Horizon 2030. Je ne dis pas qu'il faut renier l'agricole, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que tempérer cette image-là et rendre l'image globale d'une entreprise de service multimarché, eh bien, ce n'est pas ce qui ressort spontanément. Et puis aussi, on est ressorti dans ce que vous avez dit, des offres et des marques peu ou mal identifiées. Alors, il y a les anciens qui se souviennent pourquoi on a fait Alteor et qu'on n'avait pas mis Alteor dans Cogedis il y a 20 ans, etc. Mais il y en a de moins en moins qui s'en souviennent. Donc, ça veut dire que pour la majorité d'entre vous, mais pourquoi ça s'appelle Alteor, quoi? Et pourquoi ça ne s'appelle pas Cogedis? Et donc, on sent une incompréhension quasiment sur ces multimarques, de se dire mais c'est compliqué en plus, c'est pas toujours facile de retenir les marques, etc. Donc ça c'est ressorti. Donc vous voyez un sujet qu'on n'avait pas spécialement vu venir autour de marques, autour de l'identité, en tout cas de l'identité perçue, celle qu'on laisse, celle qu'on perçoit au sein du groupe, pas celle qu'on souhaiterait avoir, mais globalement, eh bien, ce sujet-là, il faut le prendre et puis se dire, est-ce qu'il y a un enjeu interne autour de ça? De l'image, de la notoriété. Autre enjeu stratégique, la relation client. Oui, alors la relation client, bien sûr, parce que c'est la clé. Ce qui ressort, c'est un manque de notoriété par endroit. Voilà, il y a des endroits où vous dites Cogedis, groupe Cogedis, c'est pas connu. Alors, groupe Cogedis, ça n'a pas une notoriété. Enfin, on fait pas la pub de TF1 non plus, hein, donc ça n'a pas une notoriété. Faut se calmer un peu. Hein, mais globalement, il y a quand même des endroits où on a des failles de notoriété. Et puis autour aussi, globalement, ce qu'on appelle le taux d'équipement, c'est-à-dire des offres, de la capacité à proposer les offres aux clients. Moi, avec Pierre, on anime le conseil d'administration. Je peux vous dire qu'il y a plein de choses que les administrateurs apprennent par moi-même et des offres du groupe qu'ils connaissent par moi-même parce qu'ils font partie du conseil d'administration, mais qui ne sont pas arrivés chez eux. Donc pour plein de nos clients, c'est exactement pareil. Ça pose une question qui est celle de l'enjeu de pouvoir diffuser nos offres, diffuser la connaissance de nos offres auprès de l'ensemble de nos clients. On a avancé un peu vite parce qu'on était en train de parler de la stratégie conquête. Moi, je voulais des questions sur la perception, la relation client, tout ce qui est concerné autour d'accompagner la facturation électronique. D'accord. Donc, c'est tout l'enjeu autour de la facturation électronique, d'une chaîne qui va s'automatiser autour de la facture électronique. Donc, eh bien, ce qui ressort beaucoup de votre côté, c'est justement comment demain, on va faire graviter cette relation client
autour d'un monde de flux, en fin de compte, et d'un monde digital. Donc il va s'agir, c'est repenser un peu la gestion du savoir, de l'accès à l'information, c'est tout ça. Oui, c'est repenser l'accès au savoir par les clients. On a un peu parlé tout à l'heure, est-ce que demain les clients vont avoir accès à de l'information en direct parce qu'ils auront leur agent IA qui va répondre aux informations? Comment nous, on s'intercale autour de l'arrivée de ces techniques, de ces technos de l'IA devant le monde du digital? Aujourd'hui, on discute pour savoir, mais qui est le référent du client? Est-ce que c'est le gestionnaire? Est-ce que ce n'est pas le gestionnaire? Moi, je vous le dis, hein, si on ne fait rien, dans 3 ans, le référent du client, c'est son smartphone. Hein. Ça va être assez facile. Hein. Il aura tout sur son smartphone. Oui, son assistant conversationnel. Ou son assistant IA ou autre. Quoi. Alors, on a vu ces enjeux. Synergie, transversalité, culture managériale, identité d'entreprise, relations clients. On va revenir un peu sur cette stratégie de conquête et de développement qui est apparue. Donc, on parlait de ce manque de notoriété. Alors, sur la conquête et le développement, alors consensus sur les croissances externes, ça aussi, enfin, moi, je suis très content, très fier d'être dans un groupe où vous tous, vous dites, bah oui, il faut continuer les croissances. Je pense que l'idée du volume, d'amortir nos investissements sur du volume est bien comprise et j'en suis ravi. Parce que globalement, il y a un plébiscite pour dire il faut continuer nos croissances externes, il faut continuer à croître, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Culture stratégique aussi, c'est un des enjeux stratégiques qui a été mis en avant sur un groupe qui grandit, aujourd'hui 1000 collaborateurs. Alors, ça ressort beaucoup. Ça ressort beaucoup chez vous de dire, nous, la stratégie, c'est pas toujours très clair. Je simplifie, hein, mais c'est pas toujours très clair. Parce que globalement, on ne nous en parle pas beaucoup. Donc, on est un groupe, voilà, on est nombreux aujourd'hui, et puis le contexte autour de nous, il se complexifie. Et donc, comment demain faire en sorte qu'on puisse mieux diffuser notre stratégie? Donc, c'est un vrai enjeu, hein, puisque Horizon 2030 arrive. Donc, comment on fait pour ne pas en parler aujourd'hui? Et puis, on se retrouve dans 5 ans, et puis on en parlera dans 5 ans. Voilà. Et comment faire en sorte que ça soit diffusé partout. Il n'y a pas que quand Philippe Remeau fait un webinaire pour parler de la stratégie, ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est de diffuser à tous les étages, jusqu'à vous, pour donner du sens. Ce qu'on fait répond à quel objectif stratégique? Ce qu'on est en train de bâtir, pourquoi on le bâtit là, et quel objectif stratégique par rapport à notre plan stratégique? Ça ressort beaucoup chez vous, de votre côté, pour dire... c'est l'idée du sens de ce que je fais par rapport à la stratégie et l'idée simplement de dire, mais parlez-nous de la stratégie plus souvent au sens de où en est-on dans la stratégie, qu'est-ce qu'on réussit moins bien, qu'est-ce qu'on a commencé à faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc là, il y a un vrai enjeu interne autour de ça. Alors, repenser le déploiement stratégique à la fois sur les... Tout à fait, la communication, le déploiement. L'exigence, la communication. 7e point stratégique, ce sont les offres et les services. On a beaucoup parlé. Évidemment, le digital oui, marque un fort impact. Vous sentez tous et vous voyez bien tous que, parce que vous êtes vous-même utilisateurs, que le monde du digital est en train de s'accélérer et que globalement, si vous deviez retourner dans une agence de voyage pour acheter un billet d'avion, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui serait de bonne humeur dans la salle aujourd'hui. Eh bien, on voit bien que ça va nous impacter, que c'est parti. C'est même pas que ça va nous impacter, c'est parti. Et donc, votre préoccupation, c'est de dire comment ça va impacter les offres, justement, comment les clients vont interagir, comment justement cette transformation de la chaîne de valeur va s'opérer, et puis nos offres à 360, plébiscite aussi, merci, sur le fait d'avoir des offres à 360, d'avoir commencé à développer des offres différentes il y a 20 ans, il y a consensus, il faut continuer. Alors la palette, je ne vous cache pas qu'à un moment donné, elle finit par diminuer parce qu'on ne va pas vendre des extincteurs, mais globalement, vous dites tous, il faut continuer, ce sont des éléments de différenciation très forts.
Donc, on en tient compte dans notre raisonnement. J'avais une question supplémentaire par rapport au digital et toute cette transformation. Est-ce qu'il faut regarder d'autres secteurs aussi, voir un peu comment d'autres secteurs se transforment? Oui. Voilà, pas regarder que ses concurrents ou, Non, il n'y a pas que l'expertise comptable. Il faut regarder ce qui s'est passé dans le monde des banques, dans le monde des assurances. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde de la gestion de patrimoine. Globalement, on regarde beaucoup ce qui se passe dans le monde du service quand même, puisque on est très proche du monde du service.